Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le seul astronaute suisse du pays. Et je vais vous montrer tout au long de cette vidéo que ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, sachez que la plupart des images qui vont apparaître tout au long de cette vidéo viennent d'une conférence où on retrouve l'astronaute Claude Nicollier et un romancier qui va un peu rajouter des choses à cette conférence. Et j'ai même pu, à la fin, parler avec Claude Nicollier, donc l'astronaute en question. De plus, j'ai eu de la chance d'avoir été prévenu de cette conférence, car sinon, cette vidéo n'aurait jamais eu lieu en fait. Donc maintenant, sur ce, attaquons le vif du sujet. Claude Nicollier a été le seul astronaute suisse à avoir volé dans 4 navettes spatiales différentes, et il a même pu avoir la possibilité de piloter le bras robotique Canadarm. Mais aujourd'hui, il est surtout connu de par ses origines, mais surtout parce qu'il est le premier Suisse à avoir volé dans l'espace. Et nous allons essayer un peu plus de comprendre comment on a pu en arriver là. Notre histoire commence le 2 septembre 1944, et pendant toute son enfance, il était déjà très intéressé par le ciel et les étoiles. À des notions telles que l'espace, la science ou quelque chose qui nous dépasse. Et moi j'aimerais déjà connaître quel était finalement ce désir, comment vous enfants jetez un regard sur l'espace. Tout d'abord bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur Jacot, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager cette soirée avec vous. Moi j'ai toujours eu depuis ma tendre enfance une fascination pour le ciel. J'avais toujours le regard vers le haut. Je me rappelle, mes parents disaient que je me trébuchais au trottoir parce que je regardais toujours en haut. Donc pourquoi j'avais cette fascination pour le ciel, je ne peux pas dire, mais elle était là et puis elle m'a accompagné pendant toute ma vie et toujours et encore maintenant, avec une intensité qui était toujours la même. Bon, j'ai eu des expériences, et tout spécialement mes vols spatiaux qui m'ont emmené très près de cette réalité du ciel, d'un ciel d'une pureté incroyable. Le ciel étoilé vu depuis l'orbite basse, c'est quelque chose d'absolument inouï. Mais j'ai toujours eu cette fascination pour le ciel d'une part et pour les machines volantes, tout spécialement les avions. Entre 1962 et 1970, il obtient sa maturité pour pouvoir avoir ensuite sa licence en sciences physiques à l'université de Lausanne en 1970. Avec cette dernière, il va pouvoir travailler en 1973 en tant que scientifique pour l'Observatoire de Genève, mais aussi également l'université de Lausanne. Mais juste avant, entre deux, en 1966, il s'engage dans l'armée pour devenir pilote de chasse. Et c'est seulement quelques années plus tard qu'il en profite pour avoir son premier boulot, qui est en tant que pilote pour la compagnie Swissair en 74. Une année après, une année après, c'est en 75, c'est là qu'il décroche son certificat en astrophysique, permettant ainsi d'acquérir plus de connaissances en physique spatiale. Cependant, j'aimerais savoir quelles étaient aussi ces actualités, ces choses dans le monde réel qui sont passées, alors on va dire dans l'enfance au sens le plus large possible, ça peut être jeune homme, qui sont venus alimenter encore ce désir d'une manière encore plus furieuse. Je triche un peu, j'ai ramené quelques archives avec moi et j'espère qu'on pourra en parler. Je peux en montrer déjà une, et peut-être que ça vous inspire. Disons, pour répondre à votre question, évidemment, 1957, c'était quelques années après la publication d'On a marché sur la Lune, c'était Sputnik 1, et ça c'était magique aussi. Cette capacité que nous avions tout à coup d'amener des satellites dans l'espace, c'est finalement les lois de la mécanique céleste, c'est des lois qui existaient depuis 1687. C'est dans le livre de Newton, Principia, qui est en latin. Je suis certain que vous l'avez tous lu en version originale en latin. Mais toutes les lois de la mécanique céleste, toutes les lois qui sont utilisées pour amener des satellites dans l'espace, la Station spatiale internationale, le programme Apollo, donc c'est tout la mécanique de Newton qui existe depuis 1687. Par contre, c'est seulement à la fin des années 50 qu'on avait techniquement la capacité d'amener une charge. Là, c'était le Sputnik 1, cette petite boule avec 4 antennes, à cette vitesse d'à peu près 28 000 km à l'heure en orbite autour de la Terre. Donc c'est intéressant de voir que ces lois existaient depuis si longtemps. Par contre, la capacité technique qui est venue essentiellement des applications militaires, c'était les ICBM
Intercontinental Ballistic Missile, transformé pour amener un satellite en orbite autour de la Terre. Donc c'est intéressant, ces lois étaient connues depuis si longtemps, et puis il y avait déjà eu des grèves. Certains livres, comme le livre de Hermann Oberth, Die Rakete zu den Planetenräumen, publié dans les années 20 du siècle dernier. Il y avait déjà cette idée d'utiliser des fusées, parce que contrairement à la fin du 19e siècle, à l'époque où De la Terre à la Lune était publié, on n'imaginait pas qu'on pouvait avoir des fusées avec un moteur fusée. C'est pour ça qu'on tirait un coup de canon. Mais dans les années 20-30 du siècle dernier, on imaginait déjà cette possibilité d'utiliser des fusées, on ne les avait pas encore. Mais ce livre de Hermann Oberth, Die Rakete zu den Planetenräumen, c'est intéressant. Il pensait déjà qu'on allait pouvoir utiliser des fusées avant de les utiliser dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, pour amener des charges ou des êtres humains dans le système solaire. Magnifique, ça. Donc après ses toutes premières études et également son premier boulot, il entre dans la sélection du premier groupe européen d'astronautes conçu par l'ESA. Il passera tous les tests avec succès. De cette manière, il en devint en 92 le tout premier astronaute à voler dans l'espace avec STS-46. Il a eu droit en effet à 4 missions sur 4 navettes différentes. STS-46 pour le déploiement du satellite Eureka de l'Agence spatiale européenne depuis Atlantis, STS-61 et STS-103 pour une mission de réparation de Hubble depuis Endeavour et de maintenance du télescope Hubble depuis la navette Discovery. Oui, alors le télescope Hubble, encore une fois, j'ai eu le privilège d'aller le visiter à 2 reprises, en 1993 et 1999, qui était ma dernière mission dans l'espace. L'idée était la suivante, c'était un produit de coopération entre l'Agence spatiale américaine, la NASA et l'ESA. L'idée était d'avoir un télescope en dehors de l'atmosphère, en orbite autour de la Terre, de façon à avoir des images beaucoup plus fines au foyer que celles obtenues par les télescopes sur la surface de la Terre, parce que les télescopes terrestres, ils voient les objets célestes, quels qu'ils soient, étoiles, galaxies ou autres, à travers l'atmosphère, laquelle l'atmosphère est turbulente, et puis elle filtre également une partie des radiations, une partie de l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons gamma et X, etc. Donc c'est un rêve d'avoir un télescope dans l'espace pour avoir des images d'une part très fines, puisqu'il n'y a pas l'atmosphère, et puis de pouvoir travailler dans des domaines de longueur d'onde inaccessibles sur la surface de la Terre. C'est un programme difficile, vous pouvez imaginer, on met un télescope dans l'espace, il faut vraiment le commander. Finalement, le télescope est en orbite basse, 600 km d'altitude. Bon, il est un peu descendu entre-temps, mais à l'origine 600. Et les communications se font, que ce soit pour commander le télescope, pour recevoir les données scientifiques, via des satellites de relais en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre. Donc vous imaginez la complexité opérationnelle. Mais la bonne idée avec Hubble, c'est qu'il était placé sur une orbite basse qui était de nouveau accessible avec la navette pour les travaux de réparation et de maintenance si nécessaire. Et Dieu sait si c'était nécessaire. Parce que le télescope était mis en orbite en avril 1990 avec un défaut de taille de miroir principal qui rendait les images floues au foyer, alors qu'on l'avait mis dans l'espace pour avoir des images plus fines qu'on obtenait avec les télescopes terrestres. Les images étaient floues, donc il s'agissait d'intervenir. Et la première mission de maintenance ou de réparation, on peut dire, était 3 ans et demi après son lancement, c'est-à-dire à fin 93. J'y ai participé avec un immense bonheur et j'y suis retourné 6 ans plus tard pour d'autres travaux d'intervention. On a échangé des gyroscopes, l'ordinateur principal du télescope, une caméra de pointage. Donc un petit peu comme une voiture ou un avion, on fait des réparations, de maintenance régulière. C'était le cas avec Hubble. Et il effectuera aussi également une autre mission, mais qui n'a rien à voir avec STS-103 et qui se déroule même avant STS-103. Et elle est beaucoup moins intéressante. Mais après STS-103, il ne volera plus jamais dans l'espace. Mais il continuera ainsi de ce fait à apporter son savoir aux différents groupes du secteur spatial suisse. Sachant que c'est à partir des années 2000 que les différentes infrastructures vont commencer à se former. Et on va essayer un peu plus de comprendre où est-ce que la Suisse se situe dans ce gigantesque milieu du domaine spatial et du secteur spatial. La Suisse est un secteur important dans le domaine spatial. Elle possède sa propre agence qui, à elle toute seule, pourrait ressembler à n'importe quelle autre agence spatiale dans le monde, mais elle a quelques particularités qui va faire qu'elle se différencie de toutes les autres. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'elle n'a pas une, mais 2 agences gouvernementales.
la SER, qui est le secrétariat d'État et de l'étude et de la recherche, et de l'autre côté, on a la SSO pour Swiss Space Office. Et on va un peu plus s'attarder dessus parce qu'elle est c'est une partie qui est beaucoup plus intéressante que la SER. Au fil des années, après sa création, elle va développer un ADN de collaborateurs. Elle va s'associer à l'ESA pour la construction des coiffes des fusées Ariane. D'ailleurs, la SSO est un membre de l'ESA. ESA qui est aussi également responsable de la construction du module de service Orion pour le programme Artemis. Elle a aussi contribué au développement de la sonde Phoenix à destination de Mars, ou encore avec Genesis ou Pathfinder. Pour l'anecdote, la Suisse a été également très utile pour la NASA à l'époque du programme Apollo. Dans les années 60, la NASA cherchait une montre pour ses 3 astronautes en mission, capable de supporter toutes les conditions extrêmes de la Lune. La NASA a alors sélectionné plusieurs montres et les fit passer plusieurs tests de chaleur, de résistance, d'humidité, de choc, etc. Et celle qui en sort vainqueur, c'est la Spin Master d'Omega. Omega qui est une entreprise d'horlogerie suisse. Comme quoi, les clichés ne sont parfois pas si loin que ça de la réalité au final. Mais du côté privé et des entreprises de nos jours, on a ClearSpace par exemple, pour l'envoi de remorqueurs spatials afin de désorbiter les débris spatiaux qui pourraient ainsi menacer des infrastructures politiques et économiques comme par exemple l'ISS. Maintenant, je vais conclure cette vidéo en parlant encore un peu plus de Claude Nicollier et de sa conférence. Personnellement, j'ai trouvé sa présentation et leur présentation extrêmement bien faite. Elle était très riche en informations et lors de cette dernière, ils nous ont donné et m'a donné nos réponses à nos questions, puisqu'à la fin on a pu poser quelques questions à Claude Nicollier, comme par exemple pourquoi et du comment l'équipage de la BD de Tintin Objectif Lune, l'équipage s'évanouissait pendant le décollage, alors qu'on sait maintenant que c'est pas forcément vrai. Je dirais, pour revenir à On a marché sur la Lune, il y a un endroit où Hergé s'est un peu trompé, c'est la perte de connaissance des membres d'équipage qui sont pourtant sur des couchettes. Donc le vecteur d'accélération, il est perpendiculaire à la direction du corps, ils sont sur ces couchettes et ils perdent connaissance. Et on a toujours cette idée qu'au départ d'une fusée, il y a une accélération qui est très importante. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est en tout cas pas le cas avec des fusées qui utilisent des moyens de propulsion chimique, parce qu'on a une telle quantité de carburant typiquement la navette spatiale, on avait 800 tonnes d'oxygène et d'hydrogène liquide dans le réservoir principal, puis on avait les fusées à combustible solide qui étaient très massives également. Et on avait seulement au départ du pas de tir à Kennedy Space Center en Floride avec la fusée, avec la navette, on avait 1,5 G. On avait 3000 tonnes de poussée et 2000 tonnes de poids, donc on avait 1,5 G. Donc on perd assurément pas connaissance au départ. On aurait plutôt tendance à perdre connaissance à la fin de la montée parce qu'on est tellement plus léger. Et on a toujours ces moteurs qui crachent respectivement, qui ont une poussée importante. On avait 3 G à la fin de la montée, mais seulement 1 G et demi au départ. Donc une toute petite erreur d'Hergé, mais c'est pas grave. On le pardonne complètement, c'est que les membres d'équipage perdent connaissance au moment du départ. Et ça n'arrive pas. Au final, c'était un super moment. Mais le Graal dans tout ça, c'est que j'ai pu parler avec l'astronaute. Et voilà ce que j'en pense. Il est très sympathique, très attentif, et discutait volontiers et répondait à toutes les questions qu'on pouvait lui poser. Et en plus, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que même s'il est, on va dire, plus astronaute, il continue à s'investir dans le secteur spatial, que ce soit en tant que professeur à l'EPFL, ou en tant que membre à plusieurs associations. Mais comme je vous ai dit en intro, la relève se fait attendre, car ça fait depuis les années 2000 qu'on n'a pas eu un seul nouvel astronaute qui est reparti dans l'espace. Mais récemment, j'ai vu les résultats pour la dernière sélection d'astronautes de l'ESA. Et on a, parmi tous ceux qui ont été sélectionnés, un Suisse qui pourrait être affecté pour des missions du programme Artemis à destination de la Lune. Bref, c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis surtout à lâcher un petit commentaire pour dire si la vidéo a été bonne ou mauvaise. Et sur ce, n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. À la prochaine.